La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Et donc, ça y est, on est en live pour un nouvel épisode du podcast OVNI. Salut, Édouard Menanto, je le prononce bien. Menanto, salut Arnaud. Ravi de te compter parmi nous et merci de prendre le temps de venir enregistrer cet épisode avec nous. Merci à toi de m'avoir proposé, je suis ravi d'être là. Écoute, on rentrait en studio, on se disait qu'on avait le même âge, 36 ans tous les deux. On a entrepris assez tôt, chacun dans des domaines différents. Moi, la première question que je voulais te poser pour rentrer directement dans l'épisode, mais après, je te laisserai l'occasion de te présenter, c'est qu'est-ce qui t'a pris il y a 10-12 ans de monter une start-up retail alors que on commençait à sentir un peu l'emballement de la tech donc tu es le fondateur de WeFix, que vous avez cédé il y a quelques années à Fnac Darty. À Fnac Darty, c'est ça, il y a 3 ans. Après 10 ans ou 8-9 ans d'une belle aventure, ponctuée de levée de fonds, de haut, de bas, tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Edouard, de lancer là-dedans ? Je vais dire que c'est du hasard, en fait, tout simplement, comme je pense beaucoup d'aventures entrepreneuriales. Moi, en fait, j'étais associé avec Gaspard Conrad. J'ai jamais été salarié de ma vie, déjà. En fait, j'ai fait une école de commerce comme beaucoup. Et à la sortie de mon école, j'ai tout de suite eu envie d'entreprendre. Donc, avec Gaspard Conrad, avec qui j'ai cofondé WeFix, on s'est essayé sur quelques business avant. Voilà. Comme quoi, vas-y, raconte. On a commencé, alors notre premier business, on a commencé par éditer des bloc-notes 100% en papier recyclé à destination des étudiants, qui était en fait un média, puisque c'était des bloc-notes dans lesquels il y avait des pages de pub, et on distribuait ça comme des journaux gratuits, tu sais, comme le 20 minutes. Quelle année ça, du coup ? Ça, on est en 2009, donc c'est le premier business qu'on monte. Tu sais que Taï Chris, que j'ai financé, il avait un truc un peu pareil de papeterie où il avait l'image des stars, Tony Parker, Matt Pokora, machin. Il avait fait ça, je crois, année 2003, 2008, 2010. Puis, il a fait ça aussi. Ouais. Bah écoute, nous, on a fait nos débuts comme ça. Donc, c'était des bloc-notes 100% écologiques dans lesquels il y avait de la pub. Alors, on est en 2009, c'est la crise. Donc, je te raconte pas, vendre des espaces pubs sur du print, c'était pas évident, mais on a quand même réussi à éditer, je crois, 300 000 bloc-notes qui étaient distribués donc à la sortie des facs, des universités, etc. Donc tu sors d'école de commerce, c'est ça ? Une école assez internationale, et tout de suite, on lance ça, on part avec 2000 € chacun, on commence à monter ça. Ça fonctionne bien, on fait ça pendant 1 an. Au bout d'1 an, comme je te le disais, c'était quand même assez compliqué de vendre des espaces pubs, etc. Donc on décide de passer à autre chose. Rapidement, on monte une application qui s'appelle Monsieur Sport, qui est arrivée top 3 dans l'App Store quand même en 2010. Ouais, c'était une époque où c'était facile, il n'y avait pas beaucoup d'apps. C'était les tout débuts en fait, donc on avait envie de s'essayer à ça. Et donc Monsieur Sport, c'était en fait une base de données sur des exploits sportifs enrichis par les utilisateurs. Donc le service le plus rapide au tennis a été fait par tel joueur en telle année, etc. C'était un truc pour passer le temps. Pas de modèle économique ? Modèle économique gratuit, payant d'abord. Donc ça fonctionne bien, et ensuite on l'a passé gratuit avec de la pub, et puis on l'a laissé tourner gentiment, et voilà. Donc en fait, ce que je vois, donc le petit bloc, Monsieur Sport, après je vois un truc social Sprinter, ça veut dire qu'en fait WeFix c'est ta 4e boîte, donc il y a eu 3 essais avant de... Et donc tu tiens 3 ans comme ça, avec des projets, t'arrives à vivre, etc. Est-ce que tu fais des sacrifices à ce moment-là sur ta paye par rapport à d'autres collègues qui vont peut-être bosser dans des grands groupes ou des choses comme ça ? Complètement. Au début, c'était vraiment... ça a été assez dur, hein, les 3 premières années. Effectivement, je me souviens très bien avoir... énormément d'amis ou proches qui me disaient mais attends, je comprends pas pourquoi tu fais ça, moi je bosse à la BNP, j'ai un salaire top, etc. Enfin voilà, donc bon, nous on avait vraiment envie de continuer à entreprendre et de prendre ce risque là, donc ensuite on a monté donc Social Printer. L'idée c'était de
une plateforme qui te permettait en fait d'imprimer tes photos Facebook sous diverses formes. Donc tu pouvais faire des posters. Là-dessus, il y a Lala Lab qui s'était lancé. Alors, et Antoine, le compte de Cheers aussi. Cheers. Ouais, et surtout Cheers, Aurélien Demeaux qui est un très bon pote. Ok. Surtout très bon pote de Gaspard. Donc ça c'est amusant parce qu'on s'est lancé exactement au même moment. Et puis Cheers, c'est une super réussite, quoi. Ouais, on les salue, on les apprécie. Antoine qui fait Climate Club maintenant, qui est un VC spécialisé dans les boîtes à impact, avec justement Jérémy Charrois de Lala Lab. D'accord. Donc on voit que tous les gens qui se sont lancés dans ce secteur-là, finalement, ont monté des beaux trucs. C'est cool. Ouais, c'était une aventure qui a été assez rapide parce que nous, finalement, on avait rencontré quelques investisseurs qui nous disaient qu'il y avait peu de barrières à l'entrée comparé à des Photobox, Photoways, qui étaient des gros e-commerce sur ce secteur-là à ce moment-là. Voilà. Donc on a assez vite abandonné le sujet. Et puis donc WeFix qui s'est appelé d'abord Allo Smartphone. Donc l'histoire, elle est assez simple. En fait, j'ai cassé mon iPhone 3GS. Donc à l'époque, tu vois, ça remonte un petit peu. Et je cherche un moyen de le faire réparer. Je trouve pas de service à proximité de chez moi, à part d'aller chez Apple, mais c'est un rendez-vous dans un Apple Store, un horaire compliqué, ça coûte cher. Et finalement, je commence à me renseigner pour me racheter un autre. Je vais sur Le Bon Coin. Et là, je vois une annonce de quelqu'un qui me propose de venir le réparer chez moi à domicile. Donc je dis pourquoi pas, on tente. Donc à l'époque, Gaspard et moi, on travaillait dans mon petit studio de 20 mètres carrés. Et donc le mec débarque, il me répare mon téléphone en 10 minutes. C'était l'écran qui était cassé, il me répare mon téléphone en 10 minutes et il me prend 80 €. Et là, on se regarde avec Gaspard, on se dit, tiens, c'était un indépendant qui faisait ça, un petit étudiant. Et on se dit, tiens, c'est pas bête. Et donc en une après-midi, on crée une petite page web. Parce qu'il y en a un de vous deux qui codait, c'est ça ? Ouais, on avait quelques notions, Gaspard qui avait quelques notions de code. Okay. On crée vraiment une page très simple avec 2 tarifs, réparation iPhone écran 3GS et réparation d'écran d'iPhone 4 avec 2 tarifs. On achète, tu sais, un numéro prépayé chez Orange, voilà, qu'on met en haut. On crée une petite campagne AdWords. On met un petit budget dessus pour voir s'il y a de la demande, on fait tourner et là le téléphone se met à sonner. Parce que vous maîtrisiez déjà à cette époque-là tout ce qui est AdWords, acquisition online, etc. Ouais, on en avait vous avez appris sur le tard. On a appris sur le tard, clairement. On en avait fait un petit peu avant avec Social Printer, etc. Mais on a appris sur le tard, on bidouillait, quoi. Si tu veux, c'était vraiment les débuts. Donc ce qui est marrant, c'est qu'après vous avez fini en magasin, mais au début vous étiez quasiment 100% online pour tester en fait. Au début on était online et ensuite donc on a vu que ça fonctionnait et on allait les réparer nous-mêmes. Ok. Donc on a acheté des pièces. On a acheté des pièces sur eBay et on est parti réparer nous-mêmes les smartphones. Ouais, donc t'avais pas froid aux yeux parce que t'as quoi, t'as bac plus 5, mais tu mets les mains dans le cambouis et tu vas toi-même réparer les téléphones. On y va, on se dit on y va, on teste. Et je peux dire qu'on a eu des petites sueurs froides. On s'appelait, c'était notre grand truc avec Gaspard, on s'appelait quand le téléphone se rallumait plus, enfin avec le client en face de nous évidemment, parce qu'on allait chez lui ou dans ses bureaux. Et on s'appelait en disant merde... Bon, oui, parce que si tu casses le truc, le mec a toute sa vie, son stockage, ses machins. Okay. Et donc, bref, on continue, on teste le business comme ça fonctionne. Ensuite, on embauche un premier technicien, un deuxième. Et donc, on commence vraiment ce business-là avec la réparation à domicile. Ensuite, on évolue un peu en B2B, on fait de la maintenance de flotte en Ile-de-France. Donc, on envoie nos techniciens réparer directement dans les entreprises, les flottes professionnelles. Et puis, à un moment, on se dit que finalement, il n'y a pas assez de croissance et donc on cherche et puis surtout des coûts d'acquisition assez élevés online et peu de scalabilité parce que difficile d'aller scaler un business avec des techniciens volants, c'est-à-dire techniciens qui allaient réparer sur site, etc. Et donc je rencontre à l'époque les fondateurs de Deli Sushi, qui est une entreprise donc qui font des corners de sushi dans les magasins Carrefour, dans les hypermarchés, et qui m'expliquent qu'ils en ont déployé 100 en 2 ans. Et donc je me dis tiens c'est pas con ça, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et cette rencontre, elle arrive comment ? En fait, comment tu la rencontres ? C'est par la bande, par des réseaux d'entrepreneurs ? Ah ouais, j'étais au réseau Entreprendre. D'accord. À l'époque. Ouais. Alors réseau Entreprendre, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est ? Moi, la compréhension que j'ai, c'est une association, parce qu'il n'y a pas forcément un but lucratif derrière, qui fait des prêts à des entrepreneurs qui veulent se lancer de 25, 50, 100 000 euros et qui met un coach, c'est ça ? Pour accompagner. Exactement. Et donc toi, tu as bénéficié de ça et les fondateurs de Deli Sushi aussi. Okay. Ouais, c'est ça. Et donc en fait,
effectivement, tu passes un certain nombre enfin, c'est-à-dire qu'ils te proposent en fait de rentrer dans le réseau entreprendre. Pour ça, il y a certains critères, etc. Je les ai plus en tête. Et ils te prêtent donc de l'argent avec... je sais plus quelles sont les conditions, mais c'est vraiment des super cool, conditions. 2-3 ans pour rembourser, voire plus de décalage. Et puis, absolument. C'est pas forcément caution perso d'ailleurs, je crois. C'est garanti par BPI. Donc exactement, c'est des prêts garantis par l'État. Donc si vous voulez vous lancer, que vous écoutez ce podcast, le réseau Entreprendre, ça fait partie des bonnes adresses, c'est ça? Ouais, effectivement, ça nous a bien aidé. Ça t'a permis de rencontrer ces fondateurs de Deli Sushi. Ouais. Et ça a un peu changé la trajectoire de WeFix, c'est ça? Ouais, complètement, puisque en fait, c'est ça qui nous a permis et qui nous a donné envie en fait d'aller changer, pivoter complètement de notre business model. Et donc finalement, moi je connaissais pas du tout l'univers des centres commerciaux, des hypermarchés, etc. Et donc j'arrive pour aller voir un hypermarché Carrefour. Et donc je rentre dans cet énorme centre commercial et je me rends compte qu'effectivement, il y a une possibilité d'aller s'implanter dans le Carrefour, mais qu'en fait, il y a aussi une galerie marchande autour de l'hypermarché et que finalement, ça a plus de sens d'aller s'implanter dans la galerie et d'être plutôt une vraie enseigne parmi les autres plutôt que d'être dans l'hypermarché. Donc cette idée-là, 2012-2014, 10-12 ans après, aujourd'hui, c'est 130 boutiques, 30 000 téléphones réparés par mois, 350 collaborateurs, c'est ça à peu près? C'est plus que ça. Plus que ça maintenant? Ouais, c'est plus que ça. Alors nous, on est monté à 150 points de vente, 160 points de vente. Quand j'ai quitté WeFix, on était 550 collaborateurs en juillet 2022. Et oui, en termes de réparation, je pense que c'est ça. Ça doit être au moins 30 000 réparations par mois. Ouais. Et quand tu te lances, ce marché-là, il est naissant. Il y a quelques concurrents qu'on a vu, dont on a entendu parler, qui faisaient peut-être plus de bruit que toi, du Save My Smartphone. Nous, on a les fondateurs de Recommerce qui sont souscripteurs non au fond. C'est ça les gens que tu as face à toi à cette époque-là? Alors, Recommerce, non, parce que Recommerce, c'est vraiment c'est un acteur qui est spécialisé sur le smartphone reconditionné. Donc, c'est devenu un concurrent après, puisque en fait, c'est une activité qu'on a développée en complément de la réparation. Okay. Mais effectivement, Save, qui était notre concurrent principal, qui est sur un modèle... on s'est lancé vraiment à peu près au même moment. Avec un modèle très similaire. Et donc finalement, on a développé un réseau au même moment sur un concept assez similaire, donc de corner en centres commerciaux et de points de vente aussi en centre-ville, qui était notre concurrent principal, qui est parti ensuite en redressement judiciaire et puis qui a été racheté par un autre acteur. Qui avait levé beaucoup plus d'argent que vous. Toi, au final, tu as levé quoi, 3-4 millions, donc tu as assez lean au global, 4 millions. Ouais, c'est ça. Alors, et eux, ils avaient levé combien? Je vais aller voir. Je sais plus, j'ai plus en tête, mais quasiment, ils avaient dû lever entre 8 et 10 millions. Okay. Quelque chose comme ça. Effectivement, Save, c'était très très belle boîte avec un fonctionnement assez différent. Puisque nous, on a vraiment travaillé énormément sur la structure, le back-office, la gestion des stocks. On pourra en reparler, mais... Là, je vois 16 millions 7, donc 4 fois plus que toi. Ouais. Alors après, nous, quand on a levé 4 ou 5 millions après, au total, de la dette, on a levé quasiment l'équivalent en dette. Okay. Mais sur toute la durée de l'aventure. Et donc Save, je pense que les gens qui nous écoutent en partie connaissent un peu cette aventure. Moi justement, ce qui m'intéressait, et surtout que mon associé Augustin, que tu connais et qui nous a présenté, parce que nous c'est la première fois qu'on se rencontre, avait lancé un business un peu équivalent lui à l'étranger, je crois au Mexique. Exactement. Donc il connaît bien cette industrie, donc c'est peut-être lui qui aurait dû faire l'interview. Mais et donc effectivement l'histoire de Save, on la connaît, c'est un peu hyper croissance, pas forcément maîtrisée. Et du coup, ce dérapage sortie de route, RJ, et puis après adossement à un grand groupe, je crois. Ouais, adossement à un groupe qui s'appelle Remade, qui lui-même derrière n'a pas réussi à durer. Et donc, toi, comment vous traversez tout ça en étant justement plus peut-être précautionneux sur la gestion du cash, en investissant sur d'autres sujets? C'est quoi? Vous avez investi sur du CRM, sur de la logistique? Qu'est-ce qui a fait que tu as deux boîtes qui partent avec la même ligne de départ
et à l'arrivée, c'est pas forcément les mêmes trajectoires. En fait, si tu veux, je pense que ce soit les fondateurs de Save ou nous, on s'est retrouvés à monter une boîte retail un peu par hasard, avec la croissance d'une boîte tech. Et donc, on s'est retrouvés à implanter quasiment 100 points de vente en 2 ans, ce qui est énorme. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec le retail, c'est que, évidemment, sur chaque point de vente, tu as des stocks. Donc des stocks, c'est de la trésorerie immobilisée. Si tes stocks tournent pas, finalement, du coup, ton cash est immobilisé. Donc tu te retrouves très vite à court de cash. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, le choix qu'on a fait, on a identifié ce problème assez rapidement et donc on a implémenté SAP, qui est un ERP que tout le monde connaît. Encore une fois, on nous a pris pour des fous parce que implémenter, c'était assez compliqué, c'était assez cher. Ça nous a coûté assez cher et beaucoup de temps aussi. Mais c'est ça qui nous a permis d'avoir une bonne gestion de Wefix. Si tu veux, nous, on proposait la réparation de smartphones, de tablettes, de watch sur 10 marques. Sur ces 10 marques, tu vas avoir, j'ai plus le nombre de modèles en tête, mais tu as quasiment 400 modèles, quoi. Donc ça veut dire, et il faut avoir les 400 pièces de rechange, etc. C'est tout l'enjeu. Donc, et t'as pas de côté prédictif, c'est-à-dire tu sais pas que 50% de ton business, ça va être Apple ou des choses comme ça. Bien sûr que si, bien sûr que si. Mais tu vois, même tu prends un iPhone, un modèle d'iPhone, sur un modèle d'iPhone, par exemple, je te dis l'iPhone 12, j'en sais rien, tu vas avoir 20 ou 30 pièces sur l'iPhone 12, qui seront pas les mêmes que sur l'iPhone 11, l'iPhone 13, etc. Donc en fait, effectivement, tu travailles en permanence tes stocks, en permanence, sachant que nous, en plus, nos points de vente avaient des espaces de stockage assez réduits. Et donc en fait, tout l'enjeu, c'est convertir ton trafic. Donc tu as un trafic qui passe devant ton point de vente, comment tu le convertis, comment tu es sûr de le convertir, comment tu le convertis au maximum. Donc il faut avoir effectivement la bonne pièce au bon endroit au bon moment. Et parce qu'en fait, tu as des gens aussi qui passent, qui te voient dans la galerie et qui pensent à toi, donc tu as un peu de pub de par ce flux, et tu vas le capter, et les gens vont revenir un mois plus tard et vont dire « Ah, je vous avais vu là, machin, je veux faire réparer mon téléphone ». Et d'ailleurs, je pense que ce choix de vous implanter en tant que corner, c'était aussi une stratégie un peu lean versus j'ai des boutiques en propre, je pense à de Zephone House ou des choses comme ça, qui ont aussi fait de la réparation. Ça, c'était un choix stratégique. Vous l'avez réfléchi longtemps, donc c'est quoi, 2014 à ce moment-là? 2014, ouais. Premier point de vente implanté en 2015, ouais. Ok, 2015. Où ça? Carrefour Montesson. Ouais, dans le 78. Excellent. Voilà. Et donc sur toutes les ouvertures, tu te déplaces, ton associé se déplace, vous faites le Tour de France. Au début, effectivement, les premiers points de vente, on était dessus. C'était vraiment une découverte. Moi, je connaissais pas encore une fois du tout ni le real estate, les centres commerciaux, etc. Donc, je me suis fait le tour de France des centres commerciaux. On me proposait des emplacements. Alors, ce qui était assez intéressant finalement, c'est que quand tu t'implantais un premier point de vente dans une foncière comme la foncière de Carrefour, elle te proposait directement 30 ou 40 emplacements. Donc après, j'allais visiter, je comptais le nombre de personnes qui passaient devant l'emplacement. T'as tout un travail à faire avant de s'implanter, évidemment. Le choix, en fait, de se mettre en corner, c'est un choix stratégique, d'une part parce que t'es dans le flux, donc t'es hyper visible. Et d'autre part, parce qu'en termes de CAPEX, ça coûte beaucoup moins cher qu'une boutique. Quand je dis CAPEX, tu peux révéler combien ça coûtait à l'époque, à peu près, ce genre de corner? Nous, on a réussi. C'est intéressant. Ouais, on a réussi sur la production à série à descendre le coût d'un point de vente, donc d'un corner, à 15 000 euros. Versus une boutique où c'est quoi, 50, 100? Ouais, 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros. Donc en fait, c'est ça qui nous a permis en fait d'implanter et avec des chiffres d'affaires qui sont comparables, parce que finalement ensuite on a développé des points de vente en centre-ville et finalement les performances étaient quasiment les mêmes qu'en corner. Donc c'est ça qui était assez génial, c'est qu'avec vraiment un investissement de départ qui était assez faible, on arrivait vraiment à capter du business comme un point de vente classique, quoi. Et là-dessus, du coup, tu as besoin de lever un peu des fonds, on en a parlé. Donc, je crois que vous faites 3-4 levées de fonds, c'est ça? Au début, plutôt Family and Friends. Ensuite, vous faites rentrer un associé. Ouais. C'est toujours vachement délicat, ce moment où tu fais rentrer un nouveau associé, un late co-founder. Comment vous le trouvez? Comment vous le challengez? Comment vous négociez un peu son entrée, l'équilibre, passer de 2 à 3? Tu peux me raconter tout ça? Ouais, bien sûr. Donc, première levée de fonds, effectivement, assez classique, 100 000 euros, Friends and Family. Et puis ensuite, donc on cherche 800 000 euros. On cherche 800 000 euros. Et en fait, donc moi, je m'occupais de tout le développement.
et de la partie offre, etc. Gaspard s'occupait plutôt des opérations, des achats, de la partie logistique et de la partie réparation. Et on avait vraiment un trou dans la raquette sur la partie admin, gestion, finance, RH, qui est un énorme point quand même. Donc conjointement à la levée, tu as un associé en plus qui arrive. Ça se fait souvent, nous, en fait, on voit beaucoup sur même des séries A et autres, des fonds qui arrivent, qui mettent 2-3 millions et qui disent, bon, ça serait bien qu'il y ait tel profil qui rentre. Et à ce moment-là, comment il s'appelle? Tu as un troisième associé? Mathieu Le Sieur, donc, qui arrive, et qui est pour moi le meilleur move qu'on ait fait finalement, parce que c'est clairement... c'est devenu hyper complémentaire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui nous manquait. Mathieu, à l'époque, sortait de quelques années en audit, avec une énorme envie d'entreprendre. Il se posait la question de monter un projet lui-même ou alors de rejoindre un projet. Il se trouve que voilà, ça a bien fonctionné, on l'a fait rentrer, on a trouvé une vraie complémentarité tout de suite. Je pense qu'il s'en souvient parce que petite anecdote, mais le premier jour où il est arrivé, on était dans des petits bureaux qu'on partageait d'ailleurs dans le 3e arrondissement avec des copains d'Easy Peasy d'ailleurs, qui est une boîte de lunettes, je sais pas si tu connais. Non, ça me parle pas. Et donc Mathieu arrive et je lui sors une pile de dossiers comme ça en lui disant bienvenue. Et sympa. Voilà. Et puis bon, non, finalement ça s'est hyper bien passé et ouais, je pense que c'est ce qu'on appelle plus communément du smart money. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs par la suite sur les levées de fonds qu'on a fait derrière, c'est d'essayer de trouver évidemment des fonds pour se développer, mais aussi d'essayer d'avoir des investisseurs qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Ouais. Et ça a été le cas, puisque derrière, sur les levées de fonds qu'on a fait, on a fait rentrer donc des business angels. Je pense à Olivier Duhat, qui était au board de WeFix, qui est le fondateur de WebHelp, qui nous a beaucoup aidé. WebHelp, qui est leader du service client. Son associé, c'était Frédéric Jousset aussi, qui était au capital de WeFix aussi. On avait aussi Elie Koubi et Frédéric Bious, qui étaient les gérants de Sandro, Mach, Claudie Pierlot, donc spécialistes du retail, pareil, qui nous ont aidés énormément. Donc voilà, finalement... Quand tu dis ils nous ont aidés énormément, ça peut paraître flou pour les gens qui vont nous écouter et qui vont nous voir. Comment ils t'aident, ces gens-là? Donc Fred Jousset, son associé, les autres, c'est des coups de fil, c'est des réunions, c'est quoi en fait? C'est ça, c'est des coups de fil. Je veux dire, dans ta vie d'entrepreneur, tu as des doutes tous les jours. Quand tu as la chance d'avoir accès à des personnes qui sont passées par là, qui sont successful et qui peuvent qui vont tout de suite te dire non, fais pas cette erreur, je l'ai déjà faite, essaye plutôt ça, ou je te mets en contact avec un tel. C'est quoi qui te réveillait la nuit? C'est quoi les questions que tu leur posais à ce moment-là? Il y en a 1000. Nous, on a eu énormément de sujets sur la partie RH, par exemple, qui était un énorme sujet, puisqu'on s'est retrouvé tout de suite avec des centaines de salariés à gérer. Avec un turnover fort avec ou un finalement turnover pas fort. tant que ça? Pourquoi? Turnover fort, c'était quoi ton diagnostic? On s'est retrouvé en fait confronté à une population quand même assez jeune. Et si tu veux, au début, on a fait le choix d'embaucher des techniciens. On s'est rendu compte que ces techniciens, en fait, n'étaient pas forcément des vendeurs. Donc finalement, on a changé notre fusil d'épaule. On a créé vraiment une école de formation technique dédiée à la réparation de smartphones. Donc on a plutôt embauché des vendeurs qu'on a formés à la réparation. En fait, on a créé un espèce de métier, un nouveau métier un peu hybride entre le vendeur et le technicien, qui était assez grisant. Mais malgré tout, il faut savoir que travailler en point de vente, c'est assez intense. Tu es dans un flux de clients, tu dois être... faut avoir envie. Et finalement, on se rend compte que voilà, il y a de la démotivation. Au bout de quoi, 1 an, 2 ans? Ouais, c'est ça, au bout d'un an. Ouais. Mais c'est normal, c'est une population qui est jeune, qui est volatile, qui a envie de voir d'autres choses. C'est-à-dire que tu vas être motivé pendant 1 an, puis au bout d'un an, tu vas te dire, tiens, j'irais pas plutôt faire autre chose, quoi. Donc, mais ça, je pense que c'est le cas un peu pour... dans pas mal de secteurs. Mais, et donc cette formation, elle se faisait quoi, à distance? Vous leur envoyiez des contenus? C'était quelqu'un qui faisait le tour de tous les magasins? Comment tu as structuré cette culture d'entreprise, cet ADN finalement WeFix? Ouais, on a créé une formation physique. 2 semaines. En 2 semaines, tu savais réparer un smartphone. Et n'importe quel. Les 400 modèles, quasiment. On va dire les 10 modèles les plus réparés. Et puis ensuite, formation continue, online, formation sur le terrain avec des formateurs volants. Accompagnement constant en fait des équipes, quoi. Et puis voilà, on a mis en place des choses aussi assez... qui ont vraiment aidé, un réseau social interne.
tu vois, entre Donc collaborateurs. C'était quoi? C'était Facebook Workplace, Pro, Workplace, voilà, okay. Par exemple, qui a vachement, qui a vraiment aidé parce que du coup, ils se donnaient les tips entre eux. Ça crée du lien entre ça crée du lien. Gens-là. Et puis tu te rends compte qu'en fait, le vendeur tech qui est à Marseille a les mêmes problématiques que celui qui est à Brest, et en fait ça leur permet d'échanger hyper rapidement, de manière hyper fluide. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de créer en fait une espèce de cohésion, même si en fait la vraie difficulté c'était d'arriver à créer une cohésion avec des équipes qui étaient éclatées en France entière et en Belgique, puisqu'on avait des points de vente en Belgique, et à un moment on en a eu en Allemagne. Donc tu les réunissais quoi, une fois par an, un énorme team building? Non, justement, c'était jamais. compliqué parce que finalement, tu vois, ça coûte cher, c'est compliqué, tu vois, réussir à déplacer tout le monde. T'es ouvert les samedis, donc... Voilà, c'était hyper compliqué de le faire. Moi, j'aurais adoré le faire, mais c'était hyper compliqué. Donc finalement, on les réunissait justement un peu sur ce réseau. Je faisais des lives. Voilà, on essayait vraiment de créer en fait une cohésion d'équipe, mais via des outils digitaux. Quoi, du WhatsApp, du réseau, etc. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Très intéressant. 6 ans après la création, donc c'est ça, 6-7 ans après la création, vous repartez en levée après 2-3 levées de fonds. Ouais. Et là, finalement, il y a un gros corpo, Instit, qui vient vous voir, qui vous dit, bon, en fait, nous, on est peut-être intéressés, pas par participer à la levée, mais par racheter, c'est quoi, 51% de la boîte? Ouais, c'est ça. Alors, donc on est en 2018, on repart en levée de fonds, on sent qu'il y en a encore sous le pied, on voit que nos concurrents, effectivement, ils sont dans des situations un peu compliquées. Donc on se dit, ok, on a une autoroute devant nous, on part en levée de fonds, et donc le groupe Fnac Darty apprend qu'on cherche à lever des fonds. C'est quoi, c'est le DG qui vous contacte? C'est Vincent Buffet à l'époque qui était du M&A, ouais, qui était DG. Qui contacte la banque d'affaires avec laquelle on travaillait à ce moment-là. Donc la banque d'affaires m'appelle et me dit, Edouard, voilà, tiens, il y a Fnac Darty qui est intéressé. Moi je dis non, attends, nous on lève des fonds, on reste focus sur la levée, on continue le roadshow, etc. Et donc David Salabi à l'époque de Cambon me dit, écoute, va les voir, c'est peut-être intéressant quand même. Et donc je dîne avec le DG et finalement voilà, en discutant, pour moi en fait j'avais peur du rachat. On a toujours peur parce qu'on se dit, attends, ça y est, je me fais racheter, l'aventure s'arrête, c'est terminé. Mais en fait non, parce que c'est un rachat, oui, mais c'est avant tout un investissement. Le deal qui était proposé, c'était qu'on reste une filiale indépendante, donc on reste vraiment setup exactement comme on l'était avant, c'est-à-dire pas d'intégration, pas de fonction support mutualisée, etc. Voilà, un investissement de la part du groupe comme un fonds d'investissement finalement, donc du cash pour se développer. Qui est conditionné à l'atteinte d'objectifs peut-être? Qui est conditionné à l'atteinte d'objectifs. Ouais, en partie. En partie. Alors l'atteinte d'objectifs, ce qui est conditionné à l'atteinte d'objectifs, c'est plutôt le rachat et la valorisation de tes actions. Donc en fait, ouais, parce que ça se fait en 2 temps. Donc tu cèdes 51%. Tu cèdes 50% en 2018, c'est ça? Ouais, en 2018. Et 2-3 ans après, souvent, tu étais obligé de rester 2 ans. Tu cèdes une autre partie. Absolument. Avec des conditions. Donc c'est plus ça. Là, en l'occurrence, c'était donc 3 ans après. Donc en fait, le deal, c'était donc nous, les 3 fondateurs associés, 50% cédés en 2018. Nos actionnaires historiques, 100%. 100%, bien sûr. Et donc 50% du reste de nos actions à la fin de l'earn-out sur objectif, donc à la fin des 3 ans. Ça, donc tu étais bien entouré. Cambon, c'est une des meilleures banques d'affaires de la place parisienne. À des gens qui nous écoutent, qui hésitent aujourd'hui à faire appel à un leveur de fonds ou faire appel à une boutique comme ça qui sait faire du M&A. Quels conseils tu leur donnes? Qu'est-ce que tu as appris dans ces différents process de levée de fonds quand tu n'étais pas accompagné au début, accompagné par la suite? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Je dirais que ouais. Alors, il y a certaines levées sur lesquelles on n'a pas forcément besoin d'être accompagné. Je dirais que sur les premières levées, au démarrage, ce qu'il faut, c'est plutôt le faire au feeling, essayer de rencontrer, et comme je disais tout à l'heure, des personnes qui peuvent vraiment t'apporter quelque chose et apporter quelque chose au projet surtout, qui croient en l'équipe, qui croient au projet, que ce soit un fonds d'investissement ou des business angels, il faut qu'il y ait un fit. Pour moi, lever et juste du cash pour du cash, on parle quand même de céder des parts de son entreprise, on parle quand même de céder des parts de son business. Ton business, c'est quand même un truc sur lequel tu vas passer 10-15 heures par jour, et tu cèdes des parts, donc tu t'associes, tu te maries quelque part. Donc je pense vraiment que c'est important qu'il y ait un vrai fit. Et comment tu t'es assuré du fit
t'as refusé probablement certains investisseurs, t'as bien sélectionné. Ouais, c'est quoi ton critère à ce moment-là? Typiquement, dans les business angels que j'ai fait rentrer, c'était des business angels qui étaient aussi au capital de start-up, d'amis, par exemple. Donc, t'as fait ta due deal. Ouais, exactement, ouais, bien sûr. Bien Ok. sûr. Encore une fois, je pense que tu cèdes pas des parts de ton entreprise sans savoir qui t'as en face de toi. Et parfois, et on l'a vu là, tu vois, sur les années, là c'est un petit peu moins le cas, mais tu avais une espèce de course où en fait, t'as des entrepreneurs qui se retrouvent à lever des fonds et t'as en face des fonds d'investissement qui se tirent la bourre avec des valos, qui font monter des valos, etc. Et en fait, l'entrepreneur, Il le oublie fondateur, il se retrouve- l'interlocuteur Ah qu'il ouais, a face à exactement. lui et qui va devoir vivre 5 ou 10 ans après. Exactement. Il se retrouve avec un fonds, avec un nom, un montant, des conditions, et il sait même pas qu'il est en face de lui. Mais je trouve ça assez aberrant quand même. Là, tu parles d'une époque où il y a un emballement un peu de la French Tech. Exactement. Ouais. Et effectivement, il y a une espèce de FOMO, donc Fear of Missing Out. Et tu as des dossiers qui se font dans des conditions qui laissent pas la place ni pour les investisseurs, ni pour les entrepreneurs à un travail dans une certaine sérénité, créer une Absolument. relation, des choses comme ça. Ok. Ouais, ce que je trouve assez dommage parce que finalement, ouais, t'as une espèce de course à la valo qui est encore une fois un peu moins le cas maintenant, mais qu'on a vu sur les années précédentes où tu te retrouves avec des valos qu'augmentent. Encore une fois, tu sais pas qui les fait. Et qui sont pas cohérentes à la valeur de marché. Toi qui as cédé d'ailleurs à Fnac Darty, Ouais. les acquéreurs finaux, eux, les valos des fonds d'avant, ils s'en foutent complètement. Ce Exactement. qu'ils veulent, eux, c'est des synergies avec leur business. Ils rachètent soit sur des multiples de CA, soit sur des multiples d'EBITDA. Et ils sont pas là pour faire plaisir au fonds ou business angel ou à l'entrepreneur. Exactement. Ils sont là Voilà. Et donc Vincent, comment tu crées la relation avec lui? Ça prend combien de temps le deal? Il te met en Écoute, confiance? voilà, C'est quoi? on dîne ensemble et puis ensuite on rentre finalement, voilà, donc on rentre en négociation avec eux. Ils se mettent en égo exclusive. Exclu, ok. Ouais, ils se mettent en égo exclusive et puis là, ça y est, on trouve un accord derrière et voilà. Entre le dîner et le closing, il se passe combien Longtemps, de semaines? Ouais, quelques mois. Quelques mois. Ouais, 3 mois. 3-4 mois. 3-4 mois. Ouais. C'est quoi? C'est intense à ce moment-là parce que tu dois faire. Enfin, eux, ils font une due deal poussée. Je pense qu'il y a une garantie d'actifs et passifs. Exactement. Donc, vous devez tout mettre au carré ou tout était déjà au carré parce que ça, moi, je l'ai vécu aussi dans certaines boîtes. On était quand même bien organisé chez Wifix, donc ça va. Ça a été assez simple. La due deal a été plutôt facile. Mais effectivement, ouais, ça prend du temps. Et après, ce qui prend beaucoup de temps, c'est la rédaction du pacte. Voilà, encore une fois, là, quand je disais tout à l'heure, tu cèdes des parts de ton entreprise, là, tu cèdes vraiment ton entreprise. Donc, ouais, tu perds le contrôle. Ouais. Ça t'a fait peur? Ça t'a flippé un peu? Ah bah complètement. Et en fait, c'est justement dans le pacte d'actionnaires que tu arrives à garder une part de contrôle. Alors, comment tu la gardes, cette part de contrôle? Tu perds 51%, mais tu restes donc, dans le conseil d'administration. Donc, vous étiez 3. Ouais. Tu te retrouves à quoi? Avec un board avec 5 personnes. C'est ça. Mais en fait, Fnac Darty a 3 représentants et vous êtes plus que 2. C'est quoi, en gros? Alors non, on avait encore des représentants non, d'ailleurs, on n'avait plus de représentants externes. Ouais, effectivement, on se retrouve dans un board où je crois qu'il y avait effectivement 3 représentants de Fnac Darty. Après, en fait, t'as dans des rédactions de pacte, et ça c'est assez important, des décisions qui sont prises à la majorité et d'autres qui sont prises à l'unanimité. Okay. Et ça... c'est sur ça que le dur de la négo se passe? Ouais, absolument, parce qu'en fait, les décisions à l'unanimité, du coup, si t'as ne serait-ce qu'une voix... C'est quoi? C'est le budget, par exemple, la validation du budget, la strat? Ça peut être le budget, ça peut être les recrutements, ça peut être tout ce qui est investissement, ça peut être... Enfin voilà, c'est vraiment toutes les décisions opérationnelles que tu vas avoir dans ton entreprise qui vont être régies dans ce pacte-là et avec différentes prises de décision, encore une fois, unanimité ou majorité, par exemple. Et donc, tu cèdes cette boîte. Il y a combien de boutiques? Ça fait à peu près combien de chiffre d'affaires? Et c'est quoi le plan à 3 ans au moment où vous cédez? Quand on cède à la Fnac, on doit avoir à peu près, je pense, 80 points de vente, 90 points de vente. On doit faire 25 millions de chiffre d'affaires, un peu plus. Et l'objectif, c'est d'implémenter, de continuer la croissance, de continuer à implanter des nouveaux points de vente et d'avoir un réseau vraiment national. Et donc, voilà. Mais donc l'objectif, c'est d'implanter le maximum de points de vente. Donc c'est la première d'ailleurs synergie qu'on a mis en place avec le groupe, puisqu'évidemment Fnac Darty a un réseau de magasins énorme en France, et donc on a implanté des shop-in-shop dans leurs magasins, qui a été la première synergie qu'on a mise en place et qui a super bien fonctionné pour le coup. Souvent,
cette valeur, cet effet réseau, grand groupe, il est mis en avant lorsqu'ils sont en position d'acquéreur ou via des CVC, donc c'est des fonds de corporate venture qui te disent bon bah tiens, je vais te mettre tant dans ta levée, mais derrière tu vas avoir un accord avec le groupe, etc. Dans la réalité, 1, 2, 3 ans, 5 ans, ça se passe pas toujours comme prévu. Tu l'as vécu, ça s'est bien passé. Raconte-moi ça. Ouais, bah effectivement, en fait, tu te retrouves avec un groupe comme Fnac Darty qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires, qui est un groupe international, qui est énorme, qui est un mastodonte. Et toi, t'es tout petit. Et c'est un peu le problème. C'est qu'en fait, t'as un top management de ce groupe qui est hyper... qui a très envie, en fait, qui est ravi de l'acquisition de Wefix, enfin, de l'acquisition de la startup. Mais qui a une vision macro. Qui a une vision hyper macro et qui en fait... Et le problème que tu vas avoir, en fait, c'est que tu te retrouves très vite bloqué dans les strates du milieu. Et je sais que ça a été notre cas, ça a été le cas aussi pour d'autres entrepreneurs que je connais qui se sont fait racheter par des grands groupes industriels, où en fait, il y a plein de synergies qui sont évidentes, mais sauf qu'en fait, tu te retrouves à aller voir des personnes dans le middle management de ce grand groupe qui, en fait, sont pas incentivées sur la mise en avant et la mise en place de synergies avec ton entreprise. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une bonne volonté finalement de tout le monde, mais dans l'exécution, dans la mise en œuvre, derrière c'est beaucoup plus dur parce que t'es pas sur le même rythme de business entre une start-up qui connaît cette croissance rapide comme vous l'avez et comme tu dis des boîtes où tu as des milliers de collaborateurs. Exactement. Et où tout est un peu plus long. Et donc ça c'est frustrant. C'est frustrant pour un entrepreneur. Ouais, c'est hyper frustrant et je te cache pas que oui, moi j'ai vécu 3 années qui sont plutôt bien passées avec Fnac Darty, mais il y a eu une grosse frustration aussi parce que t'as des choses que t'as envie de mettre en place très rapidement et qui se font pas. Et notamment, on en parle assez peu, mais bon, le but de ce podcast avec OVNI, c'est aussi de rentrer dans les coulisses du métier du VC. Ton complément de prix est déterminé aussi par l'atteinte d'objectifs. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'entrepreneur est pas lésé, mais perd un peu, finalement, 2-3 ans après, si toutes les synergies se mettent pas en place. Et d'ailleurs, le grand groupe perd aussi. C'est-à-dire, c'est juste que la fusion crée moins de valeur pour les deux entités. Ouais. Toi d'un point de vue patrimonial et eux d'un point de vue business et c'est ce qu'on voit assez souvent et c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as vu aussi. Ouais. Mais d'un point de vue business, si tu veux, nous encore une fois tu es tellement petit dans l'univers d'un groupe comme ça que finalement l'impact pour eux il est pas énorme, alors que pour toi il est énorme, puisque nous on était incentivés par exemple sur des performances et sur de l'EBITDA. Quand tu écris un plan au moment où tu fais ce deal, en fait, tu écris un plan avec donc, ce groupe qui te rachète, avec une partie que tu connais, puisque c'est une partie de ce que tu sais faire, donc déployer des points de vente, etc. Puis une autre partie qui va être des synergies qui vont être apportées par le groupe. Et en fait, voilà, donc tu t'engages et tu signes un plan sur lequel tu es censé y croire. Et puis tu te rends compte qu'effectivement, il y a plein de synergies qui n'arrivent pas, donc les performances ne sont pas au rendez-vous. Et donc il y a de la frustration, puisque c'est hyper facile de s'engager sur quelque chose que tu sais faire, mais quand tu t'engages sur quelque chose que tu maîtrises plus, et bah forcément, ça crée de la frustration. Mais bon, écoute, à la fin, c'était quand même une très bonne expérience. Je pense que y a un vrai sujet dans les grands groupes qui rachètent des startups, c'est qu'ils doivent éduquer leurs équipes. Ouais. Et ils le font pas assez. Je pense qu'il y a un système qui fonctionnerait bien, c'est qu'il y aurait presque un roadshow à faire dans l'ensemble de l'entreprise au démarrage de l'intégration. Ouais, pour que tout le monde percute, ça y est, c'est ça. Au bout de 3 ans, j'ai encore des managers de Fnac qui me disaient « Ah bon, mais vous êtes... on a un partenariat avec Wefix, non ?» D'accord. Tu vois, qui ne savaient pas qu'on était une filiale du groupe. Donc finalement, voilà, il y a un problème en fait de communication et d'éducation un peu des équipes et peut-être aussi d'incentive, c'est-à-dire d'aller incentiver un peu les équipes, au moins sur les pôles sur lesquels il y a des synergies évidentes, pour donner envie aux équipes de pousser ces synergies. Donc là, ça fait quoi ? Ça fait 18 mois que tu as repris ta liberté, 24 mois, un peu plus que ça ? Ouais, un peu plus de 18 mois. Ouais, un peu plus. Qu'est-ce que ça fait à 36 ans d'avoir vécu déjà tout ça, d'avoir 20-30 ans de potentiel business devant soi, d'avoir aussi des moyens de financer ? Est-ce que tu deviens business angel ? Est-ce que tu deviens operating partner, c'est-à-dire que tu investis un peu dans des startups et tu les accompagnes pour faire bénéficier de cette expérience. C'est quoi aujourd'hui
ta nouvelle obsession, tes envies du moment? Alors, écoute, pour commencer, je me suis fait un gros break. Okay. Parce que, si tu veux, les 10 ans que j'ai passé chez Wi-Fi, que je les ai pas vus passer. Tu m'aurais dit que ça aurait duré 4-5 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment, j'ai rien vu passer. Ça allait à une vitesse folle. Donc le corps en a besoin. T'avais une fatigue physique, t'as pris une charge. Raconte. Ouais, j'ai pris, que ce soit mes associés ou moi, c'est éreintant. C'est éreintant. Tu penses qu'à ça. C'est-à-dire soir, week-end, vous bossiez tout le temps? Soir, week-end, ouais, mais en fait, quand je dis bosser, c'est même pas du travail en soi, c'est juste, tu prends du plaisir. C'est une passion, quoi. Donc, tu te lèves le matin, tu penses à ça, tu rentres chez toi, tu penses à ça, t'es dans ton lit avant de dormir, tu penses à tes problématiques de business, tu penses à ta journée du lendemain. En fait, tu vis avec ça, quoi, au quotidien, et c'est génial. Et effectivement, tu te retrouves 10 ans après, waouh. Tu te rends compte de ce que t'as fait, de ce que t'as construit, c'est génial, et en même temps, tu te dis, attends. Tous mes potes ont 2 enfants, moi j'en ai pas. Tu vois, tu te rends compte quand même que tu as consacré toute ta vie à ce business-là, que c'était génial. Et du coup, c'est le moment aussi de souffler un peu, de prendre du temps pour soi. Tu vois, j'en ai profité pour faire un beau voyage et un long voyage, chose que j'avais pas le temps de faire. Moi, je suis un passionné de surf, de kitesurf, donc je suis allé surfer au Costa Rica, je suis allé faire du kitesurf dans le nord du Brésil. C'était fabuleux, j'ai pris vraiment du temps. T'es un des rares qui le fait, parce que finalement, je vois beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, est-ce que c'est la peur du vide, mais qui enchaînent, quoi, qui ont pas ces breaks-là? Ouais, effectivement, j'en parlais, je pensais à Aurélien Demeaux qui a enchaîné sur Electra hyper vite et qui me disait, je regrette presque de pas avoir pris le temps de souffler un peu. Mais bon, il se retrouve aujourd'hui avec une boîte qui est exceptionnelle et un projet extraordinaire. Ouais, moi, voilà, je pense que j'avais peut-être besoin aussi de souffler, j'avais envie surtout de profiter. Et puis voilà, donc 1 an de break, des investissements, parce qu'au fait, tu te retrouves aussi avec du capital et pareil, j'avais pas pris le temps de le déployer, puisque pas forcément le temps. Et donc, j'ai pris le temps de déployer un petit peu. Business Angel, j'accompagne des boîtes, j'accompagne des entrepreneurs. J'adore ça, j'adore passer du temps et des problématiques business sur les 10 années que j'ai passées, j'en ai eu plein et en fait voilà, c'est hyper intéressant et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir des entrepreneurs au capital qui m'ont aidé et donc voilà, si je peux faire la même chose, évidemment je le fais avec grand plaisir. Et puis là ça y est, ça me manque, j'ai envie de retourner. Donc t'as envie de repartir. Qu'est-ce que tu ferais différemment sur ces 10 ans? Qu'est-ce que je ferais différemment? C'est compliqué comme question parce qu'en fait tout s'est enchaîné de manière tellement logique ou si tu veux c'est un peu. Et puis juger a posteriori c'est un biais aussi, c'est-à-dire que c'est difficile de. Ok. Non, je pense que honnêtement je vois pas de encore une fois ça s'enchaîne tellement vite, c'est-à-dire que quand t'es dans cette espèce de tourbillon d'entrepreneuriat, en fait il y a un moment où t'as un problème, tu trouves une solution, et puis tu passes à l'autre problème, et puis tu retrouves une solution, et puis tu continues et tu construis, et ça se fait de manière assez logique. Et donc, j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ok, j'ai la solution A ou la solution B. Voilà, pour moi, ça a toujours été assez évident, et je l'ai fait de manière assez naturelle, quoi. Je m'étais noté encore quelques questions. Ouais. Tu parlais de certains de tes collègues de promo et autres qui ont pris des voies différentes. Est-ce que au fur et à mesure des années, de cette réussite dans le business, ton rapport avec eux a changé? On n'en parle pas finalement tant que ça dans les podcasts OVNI, mais bon, il y a l'argent, les levées de fonds, les exits, les gens pensent que ça y est, t'es set for life et que tu vas plus jamais bosser. Ouais. Est-ce que socialement, dans ta famille, dans ta façon de pratiquer des loisirs, est-ce que ça crée un déséquilibre entre toi et les autres ou pas tant que ça? Non. T'es resté simple, t'es hyper humble, je vois, tu postes rien sur LinkedIn, ouais. T'es plutôt... Non, mais j'ai gardé une super bonne relation avec évidemment tous mes potes, amis qui sont pas forcément entrepreneurs, etc. Après, effectivement, t'as quand même le besoin de parler à des personnes qui ont vécu la même chose que toi ou qui vivent la même chose que toi parce que c'est assez intense. Et puis, Ce que tu te dis, c'est que les gens qui t'entourent n'ont pas vécu la même chose et donc
ils peuvent pas comprendre. Et donc, c'est pour ça que tu vas plutôt aller échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont vécu ce même parcours-là, c'est ça? Ouais, effectivement, je pense que la notion de prise de risque, elle est quand même assez importante quand tu décides d'entreprendre. Et donc, effectivement, tu as besoin de parler à des gens qui prennent les mêmes risques que toi et qui sont dans le même état d'esprit. Tu as sacrifié un certain confort, tu penses, ces 10 dernières années? Bien sûr. Ouais. Comment tu le décrirais, ce sacrifice? Sacrifice, c'est quand même beaucoup de stress. Quand tu te retrouves, si tu veux, à 30 ans avec 300 salariés quand tu n'as jamais managé, si tu veux, en fait, tu apprends tout sur le tard. Et c'est ça qui est génial. Mais c'est une pression énorme. Parce que, tu vois, faut quand même se rendre compte que tu te retrouves à apprendre à manager en même temps que tu manages. Et donc forcément, tu fais des erreurs, tu essaies d'en faire le moins possible. Et donc finalement, tu apprends en marchant, mais tu apprends en marchant quand même avec tu essaies de tenir un peu la fusée qui décolle. Et c'est pas évident. Et donc ça engrange énormément de stress, ça engrange énormément de doutes et de prise de position et d'instinct, quoi. C'est-à-dire que tu marches beaucoup à l'instinct quand tu es entrepreneur. Donc, Quelle part, moi, un de mes films préférés, c'est Match Point. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Si, je l'ai vu. Quelle part de chance il y a dans ton aventure? Moi, je pense qu'il y en a toujours. Il y a toujours une part de chance dans n'importe quelle aventure entrepreneuriale. Il y a des étoiles qui s'alignent au bon moment. Nous, finalement, à chaque étape, il y en a eu plusieurs. Encore une fois, les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, qui ont investi au moment où c'était un peu plus compliqué parce que j'avais un concurrent en face de moi qui n'était pas dans une bonne position. Donc, des personnes qui ont accepté de me suivre à ce moment-là, qui ont cru en nous. On a vendu en 2018, juste avant le Covid. Donc ça aussi, c'est une chance. C'est-à-dire savoir saisir le bon momentum. Ouais, ça, avoir la lucidité c'est du hasard. de le faire. C'est du hasard, mais c'est aussi de la chance. Je le prends quand même. C'est une vraie chance parce que ça, on aurait pas. On serait passé on aurait passé le Covid, mais ça aurait été plus compliqué. Alors que l'intégration avec Fnac était quand même nous a bien aidé à ce moment-là. C'est beaucoup de rencontres, c'est des décisions, c'est des moments où pareil, dans les recrutements que tu vas faire, une personne clé qui va rentrer chez toi, qui a de l'expérience, qui va t'aider, qui va te structurer, qui va t'aider à structurer. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve très vite aux manettes d'un projet, d'équipe, avec des compétences qu'on n'a pas forcément. Il faut être assez humble là-dessus. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs seront d'accord avec moi sur ce sujet-là. Donc il faut savoir bien s'entourer. Il faut savoir accepter de recruter des personnes qui sont bien meilleures que soi. Pas avoir peur. Pas avoir peur, non, pas avoir peur, et surtout pas savoir aussi faire confiance à des personnes qu'on recrute et avoir un peu de chance aussi. Tu fais partie des gens qui donnent confiance rapidement, ou elle est assez dure à gagner ta confiance? Elle est assez dure à gagner dans le sens où, encore une fois, quand t'as créé un projet, que t'as créé une entreprise, c'est ton bébé, c'est toi, c'est ce que t'as fait toi, c'est ta vision. Donc c'est compliqué de faire interférer quelqu'un qui est censé arriver en disant qu'il faut mieux faire de telle ou telle façon. Donc c'est toujours compliqué de donner sa confiance, mais une fois que il faut savoir aussi de temps en temps lâcher un petit peu prise et déléguer, donner un peu de confiance à tes équipes, c'est hyper important. Mon associé Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself, il dit toujours aux gens, est-ce que tu peux te présenter? Je crois dans les 5 premières minutes. Nous, on est rentré tellement à fond dans cet épisode que je te l'ai même pas demandé. Et souvent, en plus, on se présente par rapport à une société. Salut, je suis Arnaud d'OVNI Capital. Salut, je suis Edouard de WeFix. Comment tu te présentes aujourd'hui et comment tu te définis, peut-être pour finir là-dessus, et c'est quoi ta ligne directrice, ta North Star pour les prochaines années? Ouais, je pense que t'as raison. C'est vrai qu'on se présente souvent avec son expérience et ce qu'on a fait. Non, moi je suis quelqu'un d'hyperactif. Je pense un de mes plus gros traits de caractère. J'ai besoin de faire un millier de choses. Donc ouais, je m'intéresse à 1000 sujets. J'adore découvrir des nouvelles choses. Je suis hyper friand de découvertes, etc. Voilà. Après, ma ligne directrice. Et ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai énormément de chance
J'ai énormément de chance parce que à 36 ans, j'ai un champ des possibles qui est énorme. J'ai quand même accumulé pas mal d'expérience avec WeFix sur les 10 dernières années. L'avantage d'un business retail, là où ce que tu n'as pas forcément avec des business software, etc., c'est que tu touches à tout. Tu touches à du RH, tu touches à de la logistique, tu touches à énormément de choses. Donc aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir accumulé énormément d'expérience et de me dire que le champ des possibles, il est énorme. Donc au-delà du capital, ce que tu retiens de tout ça et du côté patrimonial, ouais. c'est ça. Ouais, c'est l'expérience. C'est de me dire que j'ai une expérience aujourd'hui de malade, qu'effectivement j'ai du capital, donc j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir le temps, entre guillemets, de pas être pressé en tout cas sur ce côté financier. Mais t'es sorti un peu du système, en tout cas t'es arrivé là ces 2 dernières années après la vente, à lâcher ce premier bébé, à te dire ok, ça je l'ai fait, et maintenant je prends le temps de redéfinir ce que j'ai envie de faire. Ouais, et puis surtout de avec découvrir. Qui, comment, et de découvrir d'autres sujets. Découvrir d'autres sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis que voilà, le champ des possibles, il est énorme. C'est génial. Et donc là, aujourd'hui, je suis dans une... j'essaye de parler à un maximum de personnes, d'aller comprendre des business que je connais pas. Aujourd'hui, évidemment, on a tous ce sujet d'intelligence artificielle qui est énorme. T'en entends parler toute la journée dans n'importe quel média que tu vas lire, n'importe quelle personne que tu vas croiser dans l'écosystème. Donc c'est hyper intéressant. Donc là, tu vois, je m'intéresse énormément à ça en ce moment. Je me dis qu'en fait, tout est possible, quoi. Bah, exactement. Ça, je pense que c'est le propre des entrepreneurs qui ont réussi une fois. Ils voient pas les 95% des entrepreneurs qui ont échoué et c'est bien, ça leur donne des ailes pour relancer des choses. Ouais, exactement. Bah, en fait, quand j'ai commencé, je me disais que tout était possible parce que j'avais rien à perdre. Quand j'ai commencé, donc il y a un peu plus de 10 ans, et maintenant je me dis que voilà, maintenant que j'ai déjà achieve un premier exit, un premier projet, je me dis que tout est possible encore à nouveau. Et t'as toujours rien à perdre. J'ai toujours rien à perdre. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Soit on gagne, soit on apprend. Ouais, voilà. Donc... Comment on te contacte pour prendre un café avec toi ? LinkedIn, Insta, mail. LinkedIn, Insta, enfin voilà. Tu peux donner ton mail aux gens qui nous écoutent ou pas ? Ouais, je peux donner mon mail, c'est e.menanto@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un mail quand vous voulez. J'adore. Enfin voilà. Il n'y a pas de code promo sur WeFix. L'autre fois, j'ai reçu c'est un peu tard, malheureusement. Mais ça aurait pu être le cas, mais maintenant c'est trop tard. Écoute, merci d'avoir accepté qu'on fasse connaissance tous les deux comme ça. Merci à toi. Tout le monde n'accepte pas, mais on a eu envie avec nos associés de créer cet ovni dans le venture capital et de bâtir et de construire en public et de montrer que une communauté, ça se construit avec ce genre de café. Et donc, nous, on a décidé d'ouvrir les coulisses d'une partie de notre métier. Merci beaucoup d'être venu me partager cette expérience d'entrepreneur et j'espère qu'on pourra faire des deals ensemble, que tu pourras accompagner des boîtes qu'on va financer demain si elles sont dans ton secteur de prédilection. Et bravo pour, je pense, toute la souffrance, tout le stress que tu as enduré. Je pense qu'on félicite pas assez souvent les entrepreneurs. C'est un métier pas évident, même s'il y a beaucoup de passion et j'ai vraiment senti ça dans ce que tu racontes. Donc bravo d'avoir fait ça si jeune et direct à la fin de tes études. Moi, les gens le savent qui nous écoutent, l'entrepreneuriat m'a aussi transformé ma vie. Je suis ravi de faire ce métier-là aujourd'hui et donc c'est chouette de voir des gens qui ont le même âge que moi, qui ont fait un parcours différent, mais qui finalement ont la même, on en parlait, un peu flamme dans les yeux, et qui sont là pour réentreprendre, pour accompagner, pour faire progresser des écosystèmes, des boîtes, et qui ont toujours cette force en eux, quoi. Merci pour ça de l'avoir partagé, et j'espère que tu es content. Merci à toi, cet épisode. Échange super intéressant. Super intéressant, et j'espère que Ovni sera mon prochain investisseur. Écoute, ouais, avec grand plaisir. Tu peux venir pitcher le projet sur un prochain épisode. Ça marche. Avec plaisir. Salut à tous, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner sur les plateformes, tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt.